Monsieur le Vicomte, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous pour débattre d'un sujet qui est extrêmement difficile. Je vais essayer, dans un premier temps, de vous donner très brièvement quelques aspects méthodologiques sur la prospective. C'est quelque chose qui semble d'éminemment théorique et c'est ce que nous faisons au quotidien. Lorsque vous décidez de mettre vos enfants dans telle école ou telle autre, vous faites de la prospective. Vous imaginez où seront vos enfants dans 15 ans, dans 20 ans. Donc la prospective est quelque chose d'extrêmement réel. Après cela, je vais essayer de vous donner quelques grandes tendances à l'horizon 2050. 2050, c'est très loin, mais c'est très proche. Beaucoup d'entre vous se souviennent des années 80, ce qui se passait en 1980. C'est exactement la même période de temps que l'on va essayer d'aborder. Après les tendances, j'essaierai de vous donner quelques tensions, les grandes tensions, pour l'Europe en particulier, et je terminerai par des aspects tout à fait personnels, donc non pas institutionnels, mais tout à fait personnels, sur quelques transitions possibles auxquelles l'Europe peut, doit ou devra faire face à l'horizon 2050. J'essaierai de naviguer au cours de cette demi-heure qui m'a été donnée, de naviguer entre la réalité et l'utopie. Donc parfois, vous me trouverez extrêmement pragmatique, parfois, au contraire, vous trouverez que je suis un visionnaire farfelu. Donc je vous laisse juger à la fin de cette séance d'une demi-heure. Quelques mots sur... Donc je vais m'inspirer évidemment de quelques publications que nous avons faites à la Commission, notamment Global Europe 2050, qui est un rapport disponible. Je suis certain que sur votre tablette ou autre PC, vous trouverez tout de suite la publication Global Europe 2050. Quand on parle de méthode, d'abord, il y a un vocabulaire extrêmement riche. Surtout, je me permets d'utiliser des slides en anglais, sachant qu'il y a pas mal de collègues qui parlent plutôt anglais que français. Vous avez une panoplie de terminologie. On parle de foresight, de forecast, de monitoring, horizon scanning, technology assessment, road mapping, impact assessment, et j'en passe et des meilleurs. Il y a dans la communauté de prospective des grands débats. Et vous avez les quantitatifs et les qualitatifs. J'ai essayé sur ce transparent de brièvement synthétiser quels sont les débats entre ces grandes méthodes. Vous avez d'un côté, en haut à droite, ce que j'appellerais les prospectivistes qualitatifs, les visionnaires, qui essayent de renifler l'air du temps. Quels sont les enjeux de demain? Ce sont souvent des experts qui peuvent essayer de déceler quels sont les grands défis de demain. Est-ce que le facteur religieux sera ou non un élément important à l'horizon 2050? Quel type de l'identité régionale? Est-ce que c'est quelque chose qui va augmenter ou diminuer? C'est quelque chose d'éminemment qualitatif, alors qu'il y a aussi une autre façon de faire plutôt de la prévision, du forecasting, en utilisant des modèles. À la Commission, on utilise énormément ces instruments pour notamment les impact assessments, les évaluations d'impact. Lorsqu'on parle de réduction de gaz à effet de serre, d'objectifs de renouvelables, on doit quantifier. Je résume souvent ces méthodes. D'un côté, en haut à droite, c'est l'amour de la lettre. Il faut une belle histoire, il faut un scénario qui tienne la route. À quoi peut-on s'attendre à l'avenir? Et de l'autre côté, en bas à gauche, c'est la force du chiffre, c'est la quantification. Si on fait ça, on peut s'attendre à telle réduction du PIB, par exemple. Donc toute une série de méthodes, et j'ai essayé de les résumer dans ce transparent. Quelques grandes tendances. D'abord, vous dire que le monde dans lequel nous vivons et nous vivrons est de plus en plus troublé. Je ne prends que quelques exemples que j'ai mentionnés là. Le rôle de l'homme et de la femme, qui ont été relativement clairement définis au cours de l'histoire, aujourd'hui sont complètement brouillés. Pour le meilleur et pour le pire, c'est un peu comme dans le mariage. Ensuite, on a tous étudié les différents secteurs, le secteur agricole, le secteur industriel, le secteur des services. Aujourd'hui, si vous prenez votre smartphone, quelle est la valeur ajoutée du produit industriel et quelle est la valeur ajoutée des services? Dans la comptabilité nationale, il y a beaucoup de difficultés à classifier certains de ces nouveaux éléments. Autre grande tendance, et je pense qu'il faut le rappeler parce que souvent on insiste sur les mauvaises nouvelles, simplement ce chiffre sur l'espérance de vie. Prenez la Chine à la fin des années 50, l'espérance de vie était de 45 ans. Aujourd'hui, elle est pratiquement de 73 ans.
Donc la tendance, on va sans doute, plus que probablement, vers un vieillissement de la population, et c'est un vieillissement qui est généralisé, une espérance de vie qui s'accentue. Les interdépendances, que l'on aime ou non le TTIP, que l'on aime ou non ce qui se passe au niveau du commerce international, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus globalisé, qu'on le veuille ou non, il y a des interdépendances de plus en plus fortes. Ici, je n'ai montré que les chiffres au niveau du commerce avec les États-Unis et la Chine. Les changements démographiques, et ici j'ai essayé de mettre un peu l'histoire et le futur, rappelez-vous qu'en 1950, l'Inde était plus peuplée que l'Union européenne. Donc en 1950, il y avait en Inde 372 millions d'habitants, et dans l'Union européenne, évidemment qui n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais si on prend les 28 États membres actuels, 377 millions. À l'horizon 2050, il y aura plus d'1 milliard, pratiquement 1,7 milliard de personnes, d'Indiens, contre un peu plus de 500 millions dans l'Union européenne. Donc des changements démographiques très forts, des changements économiques très importants aussi. Ici, on a essayé de mettre en évidence la part du PIB européen et des autres grandes macro-régions du monde, et on voit clairement que la part de l'Union européenne dans le PIB mondial a tendance à s'amoindrir. On avait encore pratiquement 30% du PIB en 2010, on aura au mieux, nous représenterons au mieux 17% à l'horizon 2050. J'aime beaucoup cette phrase que Paul-Henri Spaak avait utilisée, que je répète à mes amis allemands, français, anglais. Il n'y a plus que des petits pays en Europe, mais certains ne le savent pas. Je pense que c'est une phrase à méditer et à répéter sans doute au Conseil européen lorsque le débat sur l'européanisation pose question. Deuxième partie de mon exposé sur les grandes tensions. J'en décèle plusieurs. D'abord, et j'ai tiré ça du rapport que Felipe González, à la demande du Conseil européen, avait fait pour le Conseil. Ce rapport qui était très bien fait est sorti en 2008, à la fin 2008, en pleine crise économique et financière. Il disait ceci: l'Europe est à la croisée de chemins, ou bien nous renforçons notre rôle comme un acteur principal du monde, ou bien nous risquons de devenir un simple appendice de l'Asie. Je pense que là aussi, ce n'est pas la carte géographique que nos enfants ont l'habitude de lire, et il faut se rendre compte que sans doute que si on n'est pas plus unis, c'est ce que nous risquons. Autre grande tension, ce sont les inégalités. J'aime beaucoup cette photo qui a été prise à Sao Paulo par un fameux photographe qui montre les inégalités croissantes. On a toujours eu des inégalités au cours de l'histoire, mais ici vous voyez un bâtiment privé avec des piscines privatives. On n'a pas tellement l'habitude de ça en Belgique, en Italie, en France. On a plutôt des piscines collectives. Ils sont des piscines privatives qui ont vue sur les favelas de Sao Paulo. Et donc ce genre d'inégalité, qui n'est pas nouvelle, mais cette proximité des inégalités tellement forte est certainement une tension très forte. Autre tension très forte, c'est le vieillissement de la population. Ici, c'est un travail qu'avait fait le groupe Aging à la DG ECFIN, avec un Belge connu, Henri Bogart, qui présidait ce groupe. Eh bien, prenez simplement un chiffre, la part des personnes qui auront plus de 85 ans. Ici, c'est en 2060, qui auront plus de 85 ans. Il y aura plus de 30 millions d'Européens, donc vous prenez tout le Benelux et au-delà, qui auront plus de 85 ans. Donc ça vous donne la taille des enjeux lorsque vous avez pratiquement tout le Benelux et encore quelques petits pays qui auront plus de 85 ans d'âge. Autre tension sur les ressources naturelles. Nous extrayons des entrailles de la Terre 70 milliards de tonnes de ressources naturelles par an. 70 milliards de tonnes sont extraites chaque année. Et je sais qu'il y a dans la salle des amis du Club de Rome et d'autres groupes qui mettent en évidence cette tension sur les ressources naturelles. Tension aussi sur l'eau, tension sur les questions alimentaires, sur les territoires, les matériaux et l'énergie. Autre grande tension, c'est ce qui se passe dans le monde de l'énergie et des transports. Au cours de l'histoire, depuis des centaines et des centaines d'années, le temps consacré au transport est grosso modo de 2 heures par jour par personne. C'était pour aller chasser, c'était à cheval, aujourd'hui c'est dans les embouteillages, mais grosso modo dans le monde, 2 heures par jour. Ce qui a énormément changé par contre, c'est évidemment la vitesse. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est passé du cheval au TGV, à l'avion, et ce qui est encore la tension la plus forte, c'est la consommation énergétique pour le transport. Donc c'est cette courbe ici, en bleu, le transport est dédié à l'énergie.
Autre tension, en particulier pour l'Europe, c'est un drapeau que vous connaissez bien, que j'ai dans mon bureau bien sûr, qui montre la consommation de pétrole en bleu et la production de pétrole en Europe en jaune. Donc c'est la sécurité d'approvisionnement énergétique qui est aussi une tension très forte. Autre tension, c'est la concentration des besoins. Quelques villes, Tokyo, Séoul, New Delhi, São Paulo, toutes des méga-cités, des villes de 20-30 millions d'habitants, avec tout ce que cela engendre en termes de pollution de l'air, en termes de production de déchets, en termes de congestion. Donc c'est certainement une grande tension pour l'avenir. En Europe, nous n'avons pas, à part Londres, qui est une ville assez grande, Paris, qui sont des villes, mais par rapport aux villes asiatiques ou latino-américaines, sont des petites bourgades. Qu'est-ce qu'on peut voir comme enjeu pour les villes européennes? D'abord, le vieillissement et vraiment le shrinking cities, des villes qui perdent vraiment leur population. Nous avons un bâti environnemental et un patrimoine culturel très important qu'il est difficile de rénover. Lorsque vous avez un terrain vierge, il est beaucoup plus facile de construire que lorsque vous avez évidemment des bâtiments classés et autres. Et puis, autre élément dont on ne parle pas assez, en Europe, nous avons développé le NIMBY, tout le monde le connaît, Not in my backyard, mais on a de plus en plus en Europe le banana, Build absolutely nothing anywhere near anything. Donc c'est vraiment, on ne fait rien, on ne bouge pas, sinon on manifeste, on n'est pas d'accord. Voilà, donc ça, ce sont, je dirais, les grandes tendances, les grandes tensions. Permettez-moi d'arriver à quelques transitions possibles. D'abord, c'est une question que je me pose. Il y a un terme très anglais, l'individual empowerment, qu'on pourrait traduire par capacitation individuelle. S'il y a un linguiste, peut-être, trouvera une meilleure traduction. Le renforcement de l'autonomie individuelle, qui est quelque chose d'extrêmement fort aujourd'hui dans notre société. C'est l'individualisation très forte. Mais il y a aussi la co-création, l'économie collaborative et l'innovation qui est de plus en plus ouverte. Alors, est-ce que ces éléments ne sont que des petits éléments classiques du capitalisme, ou bien l'innovation technologique et l'innovation sociale vont-ils complètement transformer la société? Je prends quelques photos sur l'individual empowerment, parce que les personnes me disent « Mais qu'est-ce que vous entendez par individual empowerment ?» Le selfie est un bon exemple. Le selfie, ici vous voyez Madame Thorning-Schmidt qui fait un selfie avec M. Cameron et M. Obama le jour des funérailles de Nelson Mandela. Ce n'était peut-être pas le plus approprié, mais beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Donc c'est le selfie, c'est l'individual empowerment. Vous avez la médecine personnalisée, qui là aussi, on développe beaucoup grâce aux technologies de l'information, cette médecine personnalisée. On parle de micro-centrales de cogénération, d'électricité et de gaz individuelles. Donc vous avez votre mini-centrale électrique, avec des micro-CHP. Aux Pays-Bas, il y en a déjà beaucoup et ça se développe beaucoup. Et pourquoi pas demain des self-driving one-person cars avec des voitures qui seront conduites pour des personnes tout seules. Donc voilà, il y a d'abord une tendance, je pense, très forte pour l'avenir, une transition possible dans cet individual empowerment, qui s'associe, à mon avis, à cette économie collaborative. Alors, il y a un terme en droit romain, tout le monde connaît la proprietas. C'est un concept du droit romain qui a fait beaucoup d'émules en Europe, heureusement d'ailleurs. Mais nous avons aussi un terme qui n'a peut-être pas été assez développé, c'est l'usus. C'est la fonctionnalité qui compte. Si vous parlez avec vos enfants, ils n'ont pas l'habitude d'acheter un disque. Si vous parlez de cassettes VHS, ils pensent que vous êtes né au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, eux s'échangent directement. Petite anecdote, j'avais interdit à ma fille Maria, 11 ans, d'amener son smartphone dans sa chambre. Non, Maria, quand tu étudies seule, sans ton téléphone. Et puis, elle me dit, papa, mais tu sais, mon smartphone, je suis en train d'étudier. Et donc, elle utilisait l'application WhatsApp, technologie vocale, avec ses amis pour dire, le problème numéro 7, je ne le comprends pas, est-ce que tu peux m'aider? Donc, on utilise les technologies d'une façon tout à fait nouvelle. À notre époque, on aurait dû avoir un rendez-vous, on aurait dû se téléphoner, etc. Là, ils envoient un message, quelques minutes, une demi-heure après, ils reçoivent la réponse, donc c'est tout à fait une nouvelle façon de penser. C'est une économie collaborative. J'ai donné quelques exemples, les vélos partagés, Vilo à Bruxelles, le tramway à Hambourg, les voitures partagées. Je pense que c'est quelque chose qui permet aussi d'optimiser les produits et les services. Imaginez la réduction de voitures si c'est quelque chose qui se développe. Alors les gens me disent, mais monsieur Domenico, mais Rossetti, vous êtes complètement loin de la réalité, vous êtes un utopiste. Et j'ai trouvé cette phrase, c'est monsieur Goodwin qui a décelé ça.
Et je vous fais lire. Quelque chose est en train de changer selon lui. Uber, la plus grande compagnie de taxi au monde, détient la plus grande compagnie de taxi, mais il n'a aucun véhicule. Facebook est le média le plus populaire au monde, mais ne crée aucun contenu. Airbnb est le plus grand fournisseur de nuitées dans le monde, mais n'a pas le moindre appartement, pas le moindre hôtel. Donc je pense qu'il y a des éléments de changement assez forts qu'on voit. C'est un monde qui va de plus en plus vers l'intangible. Ce graphique montre le temps dédié à la fonction alimentation, faire les courses, préparer son repas, le manger. En Europe, grosso modo aujourd'hui, on utilise 3 heures de notre temps à cette fonction-là. Et on voit, on a mis des sociologues et des ingénieurs ensemble, à l'horizon, à la fin du siècle, on ne sait rien de la fin du siècle. Ce qu'on sait, c'est que probablement un jour et une nuit continueront à être 24 heures. Que feront les gens durant ces 24 heures? Et on voit que la dimension information, donc la dimension intangible, prend de plus en plus d'importance dans toutes les parties du monde. Autre élément important, c'est comment gérer, le secrétaire perpétuel, M. Asquin, l'a relevé, la question du développement technologique. Vous avez parlé de christianisme, M. Asquin, ici c'est la chapelle Sixtine, avec Michel-Ange, qui donne la main à Dieu. Eh bien, en 2050, le Michel-Ange de 2050, à quoi pensera-t-il lorsqu'il devra trouver cette image? Est-ce qu'il mettra une main bionique, une main robotisée, avec la main de Dieu ou la main de l'homme? Donc ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes, et on parle souvent d'innovation de produits, d'innovation de procédés, mais il y a de plus en plus d'innovation organisationnelle et d'innovation sociale. Et ça, c'est quelque chose, sans doute, où l'Europe a un avenir certain. Le nouveau pacte entre la nature et la terre, lorsqu'il y a quelques années, j'allais en Italie et je disais, je suis étonné que vous n'ayez pas de recyclage. Et les gens italiens me disaient, ma si immagina, 3 spazzature in cucina. Vous imaginez 3 poubelles dans ma cuisine. C'était quelque chose de complètement farfelu à l'époque. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient complètement naturel. Nous avons évidemment ce nouveau pacte entre l'homme et la nature, l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui parle de l'écologie intégrale, est un texte pour les chrétiens ou non chrétiens, je pense que c'est un très beau texte sur l'écologie intégrale. Michel Serres, Edgar Morin, la Commission, travaillent beaucoup aussi sur ces questions de nouveaux liens, le contrat naturel avec la terre-patrie. Je pense qu'il y a un nouveau lien qui est en train d'être créé. Alors je me permets de reprendre ici quelques mots sur les styles de vie. Alors ça, c'est le style de vie dans les années 50, petite Fiat 500 Sport, modèle très rare, très joli d'ailleurs. Et puis vous avez aujourd'hui ce type-là de véhicules qui sont plus à la mode. Et donc au niveau pratique, ça c'est une bouteille d'huile pour moteur et l'huile de votre salade. Vous savez pertinemment que vous préférez mettre plus d'argent, je préfère mettre plus d'argent dans l'huile de mon moteur que l'huile de ma salade. Donc c'est la valeur accordée aux choses. Et j'ai trouvé ce slide sympathique. On dit souvent le baril de pétrole, 159 litres de pétrole, un baril, est-ce que c'est cher ou non? À 40, certains vous disent c'est beaucoup ou c'est peu. Eh bien imaginez un baril de Chanel numéro 5. Donc un baril de Chanel numéro 5 entre 200 et 300 000 euros. C'est juste pour vous donner, pour relativiser un petit peu la valeur de certaines choses. Dans un de ces exercices, un des professeurs qui participait à ce groupe d'experts a dit « c'est la revanche de Malthus ». Malthus s'est complètement trompé. Il n'avait très mal estimé les progrès technologiques qui permettent aujourd'hui, qui pourraient permettre d'alimenter 7, 8, 9, 10 milliards de personnes grâce aux différentes technologies agricoles. Mais lui, je trouvais cette phrase intéressante et je vous la laisse pour vos réflexions. Il faut remplacer le mot population par le mot consommation. Donc le pouvoir de la consommation est tellement supérieur au pouvoir de la terre de produire de la subsistance pour tous les hommes qu'une mort prématurée peut tôt ou tard toucher la race humaine. Et je pense que les questions de consommation sont essentielles à cet égard. In fine, sur la valeur des choses, il y a quelques mois, il y a eu une vente aux enchères chez Christie's. Donc Pablo Picasso, Les femmes d'Alger. Ce tableau est parti au prix de 179 millions de dollars. Et donc je me permets simplement de soumettre à votre réflexion quel est le bonheur d'avoir un tableau de Picasso. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à mettre 179 millions de dollars là-dessus? Donc quand on parle de happiness,
Je ne suis pas nécessairement un fan du Bhoutan, mais je pense que certains indicateurs que nous utilisons sont un petit peu dépassés. Quelques conclusions, en essayant d'être positif aussi sur le rôle de l'Europe. À l'Expo de Milan, il y a l'arbre de la vie. J'ai essayé de représenter ça pour l'Expo de Milan. Peut-être l'Europe est le continent qui, le mieux dans le monde, permet d'associer ces différentes valeurs, celles de l'égoïsme et de l'altruisme, celles de la motivation personnelle et des objectifs sociaux, celles des profits privés et des biens communs, qui parvient à avoir un bon équilibre entre le secteur tiers, les associations, les non-profits, les ASBL et les LTD, les sociétés anonymes, et finalement aussi entre ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux et de l'autre côté la corporate social responsibility qui, je pense, pourrait s'unir. Et je vous laisse avec cette belle phrase d'un des grands Européens, Altiero Spinelli, le Parlement européen lui a été dédié, qui disait, je vous le traduis en français, dans la bataille pour l'unité européenne, il faut une concentration, il faut mêler la pensée et la volonté pour cueillir les occasions, pour affronter les défaites et pour décider de continuer. Merci beaucoup de votre attention.